admettant que ce soit le cas, ça n'exclurait pas J'ai demandé, j'ai la même réponse que l'autre. En admettant que ce soit le cas, ça n'exclurait absolument pas le fait. Je m'excuse, j'ai perdu le sens de la question. Ma question c'était chaque religion peut affirmer qu'elle n'a qu'un seul Dieu. Oui. Mais c'est pas forcément le Dieu de l'autre. Alors moi j'ai introduit. Alors oui, à ce titre-là, ce que quelqu'un peut en penser n'exclut pas qu'il y ait une réalité transcendante. Oui. Au niveau de la réalité transcendante, même si tout le monde a son Dieu, s'il doit y avoir un Dieu des murs, carrément, totalement initiateur de tout cela, eh bien il y en a un. Maintenant il est possible qu'il n'y en ait pas. Chose qui est étonnant au niveau de l'humanité. Parce que c'est dans la psyché humaine que de concevoir qu'une création a un créateur. Très difficile de... Il n'y a pas de contestation à ce sujet. La contestation, c'est l'amalgame entre ce Dieu unique, au sens propre plein du terme créateur, et ce Dieu unique pour un peuple donné. Moi je peux dire, je crois en un Dieu unique à l'origine de la création, mais je crois que nous adorons un seul Dieu, mais ça ne veut pas dire forcément que nos voisins adorent le même Dieu que nous. Ils peuvent avoir aussi leur Dieu protecteur particulier. Je pense. En tout cas, c'est la conception kabbaliste. Oui, je pense que dans la création, la pluralité déique est concevable. Mais en dehors de la création, ça ne peut pas être le cas. Alors moi j'ai introduit récemment le complexe d'Oedipe dans le rapport entre le monde non juif et le monde juif. Le complexe d'Oedipe, c'est quoi le complexe d'Oedipe? C'est la volonté de s'approprier le protecteur de l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, la mère de l'enfant, elle est protégée par son mari. Et donc, il veut être soit le protecteur de la mère, soit il veut être protégé par le mari. Et donc, quelque part, la notion, Freud a introduit cette notion qu'au fond, on veut s'emparer de l'autre. On veut s'emparer de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. On n'a pas assez mis l'accent sur cette idée de volonté de se substituer à l'autre. Or, quelque part, si le Dieu... Moi je dis par exemple, ce ne sont pas les hommes qui choisissent, ce ne sont pas les peuples qui choisissent les dieux, mais les dieux qui choisissent les peuples. Pourquoi? Parce que les peuples, on les voit, et les dieux, on ne les voit pas. Donc on peut imaginer que les dieux nous observent, mais nous, on n'observe pas le monde des dieux. Donc effectivement, il y a d'abord dans un premier temps un Dieu qui peut choisir le peuple hébreu, parce que quelque part ce peuple hébreu, il a des qualités particulières qu'on ne connaît pas, qui ont fait qu'il a décidé cela. Pourquoi il a été élu ce peuple? Il n'a pas été élu par rapport à son futur, il a été élu aussi par rapport à ce qu'il représentait quelque part, sur laquelle on pouvait construire. Et par contre, une fois que ce peuple d'Israël existe, ce Dieu d'Israël s'est manifesté, s'est révélé, les autres peuples peuvent vouloir s'approprier ce Dieu d'Israël. Ils peuvent dire, ben oui, ce Dieu qui protège Israël, pourquoi il ne nous protégeait pas nous? C'est un peu dire ce que disent les chrétiens. Nous voulons être le nouvel Israël. Donc nous voulons ce Dieu qui s'est manifesté à Israël, eh bien nous le voulons aussi, ce Dieu. Nous le voulons aussi pour nous. Et même nous voulons remplacer, c'est pour ça que je parle du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire que je veux me substituer à cette mère, je veux remplacer, je veux prendre sa place. Donc il y a une volonté de remplacement qui expliquerait par mimétisme, mais le complexe d'Oedipe c'est une forme de mimétisme, par mimétisme, j'expliquerais que par exemple les musulmans auraient construit leur religion sur le modèle de cette religion hébraïque, c'est-à-dire nous sommes un peuple arabe et nous voulons un Dieu pour nous qui s'appelle Allah. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui ils ne reconnaissent pas ils ne veulent pas se définir comme les musulmans ne veulent plus se connaître comme un peuple arabe, bien que historiquement ce soit le cas, et donc ça fausse. Moi je suis pour une clarification théologique. Et donc cette clarification, même si elle va vers une certaine complexification, mais là en l'occurrence cette deuxième hypothèse va plus loin, puisqu'il y aurait un seul même Dieu que les autres voudraient s'approprier. Ils veulent véritablement ce Dieu-là qui est adressé à Israël, ils le veulent pour eux, ils le veulent pour leur propre peuple.
quitte à éliminer éventuellement le peuple hébraïque en le remplaçant. Voilà. Donc voilà les différentes limites. Bon, il y a peut-être d'autres sujets, si tu as plus envie de parler sur cette question qui est un petit peu épineuse, mais moi je veux dire que alors, si on parle de la question de l'androïde et de l'androgyne, on disait tout à l'heure que, avant l'entretien, on disait qu'effectivement c'est un choix qui se présente, qui s'offre à nous. Par exemple, toi, là, toi, tu vends des objets. Quelque part, les gens vont être équipés de quelque chose. Mais tu n'exclus pas qu'il puisse y avoir un travail intérieur. Mais effectivement, quand tu te trouves à l'interface entre ces deux problématiques, faut-il un objet extérieur ou faut-il renouer avec sa propre intériorité? Disons que c'est un facilitateur de renouement. Oui, voilà. C'est un facilitateur. Les objets sont des facilitateurs de renouement, avec la réalité intérieure. Oui. Mais néanmoins, l'autre jour on parlait de Joël de René, justement, lui il parle des personnes. Nous sommes aujourd'hui des êtres additionnés. Nous sommes équipés. Alors, donc c'est pour ça qu'on va faire l'androïde quelque part, parce que est-ce que tu as peur du développement de la technologie, de l'invasion de la technologie? Non. Non, parce que je considère, alors là c'est un problème très épineux, je considère que l'homme est capable de concevoir un androïde extrêmement fin et intelligent, doté d'une subtilité sans égale, est capable de se substituer à toutes les tâches humaines, mais en aucun cas il n'aura la conscience de l'homme. Oui. Jamais. Oui, c'est pour ça que l'autre jour tu m'avais interrogé sur les Voilà. Je ne fais pas le parallèle complet entre la conscience et l'intelligence. L'intelligence artificielle est une réalité. Elle est capable d'entrevoir des réalités s'assimilant à une psyché, mais en aucun cas à un déterminisme absolu. Un androïde pourrait, aussi intelligent soit-il, ne sera jamais totalement autodéterminé. Oui. Alors que l'homme l'est. L'homme est autodéterminé. Alors on avait évoqué aussi le fait qu'on avait parlé de la femme en disant que la femme pourrait s'apparenter, que quelque part il y a aussi dans notre monde des êtres qui sont marqués par une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Et que, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a du mal à les situer. Parce que par rapport à nos schémas actuels, on ne peut pas les assimiler à des androïdes, mais ce sont peut-être des androïdes hyper perfectionnés. Et les androïdes tels que l'humanité pourra éventuellement les concevoir dans un siècle ou deux. Et donc la question brutale qu'on se pose, est-ce que, à ton avis, peut-être que les femmes seraient quelque part, ce qui renvoierait à un commentaire de la Genèse, où la femme est construite quelque part, est-ce que les femmes auraient quelque chose à voir avec justement ce monde de la machine? C'est une question très lourde. J'aurais tendance à dire que la femme est essentiellement différente de l'homme, mais essentiellement différente. Mais il est tout à fait possible que la femme, ayant été créée de par la Genèse après que l'homme, soit un argument pour l'homme pour continuer son existence. Cet argument, inévitablement, sera un rajout à l'homme. La femme est plus perfectionnée que l'homme. Le perfectionnement de la femme n'est même pas inimaginable par rapport à l'homme. Donc là-dessus, je suis très clair. On met un homme et on met une femme, l'homme est simple, la femme est très complexe. Donc il est tout à fait possible qu'on puisse parler d'androïde, humano-divin par exemple, mais en aucun cas, cet androïde devrait, de par la connotation du mot androïde d'aujourd'hui, souffrir de quelque dévalorisation que ce soit. Oui, la femme est un androïde par rapport à l'homme, mais en aucun cas, elle en est dévalorisée. Bien au contraire, elle est infiniment plus subtile que l'homme. Alors c'est amusant parce qu'on voit là trois temps. Il y a le Dieu total, universel, qui donne naissance quelque part à des dieux plus spécifiques. Oui. Et il y a l'homme qui donne naissance à la femme. Oui. D'accord. Et donc finalement, dans chaque cas, on a une sorte de genèse. Genèse des dieux et genèse des humains. Tout à fait. Donc
Ah, donc ça renvoie à cette notion kabbalistique du rétrécissement, c'est-à-dire de quelque chose qui vient après et qui est plus spécifique. Et bon, maintenant, je me permets de ne pas être forcément d'accord avec mon analyse. D'abord, vraiment, je ne comprends pas très bien la notion de conscience introduite. C'est une notion qui risque d'être un peu floue pour nos auditeurs. Je n'ose pas te le demander de la préciser parce que c'est... Je peux. Bon, bah alors essaye alors. Je peux la préciser, ça prendrait un peu de temps si je veux vraiment la préciser, mais je fais une distinction entre l'intelligence qui revêt plusieurs systémiques au niveau du comportement, instinct, tropisme, fonction mémorielle, etc., et la conscience. Oui. Je pense que la conscience, c'est une procédure qui est induite de l'extérieur et qui n'est pas inhérente à sa production interne. Je pense que la conscience s'extrait du comportement interne intrinsèque de la mécanique et en aucun cas l'intelligence qui, elle, ne s'extrait pas, sous-tend la conscience. Je pense qu'il peut y avoir une conscience globale qui n'est pas frappée d'intelligence, puisqu'elle n'est pas insérée et intégrée dans un système, et il peut y avoir un système extrêmement élaboré et intelligent qui n'a strictement aucune conscience. Et donc, qu'est-ce que tu vois de ce fameux adage science sans conscience N'est que ruine de l'âme. Je pense que Rabelais avait beaucoup d'imagination, bien sûr, et je pense que sur le plan strictement humain, il est évident que le mot conscience dans cette phrase subodore une moralité. Le mot conscience s'assimile à la moralité, à l'éthique, à la probité, à l'intégrité. Mais en vérité, la conscience dont je parle n'est pas du tout celle-ci. Elle est tout simplement l'association à l'aspect divin de la conscience. Parce que moi j'ai fait l'opposition entre androgyne et androïde. Et androgyne, parce qu'à mon avis, quelque part dans le livre, Adam a d'abord été androgyne. Et ce n'est que lorsque Ève apparaît qu'il a faim dans le là. Et l'androgyne, c'est celui qui n'a pas besoin de la femme, qui est à la fois homme et femme. Oui. Donc à ce moment-là, la question est de savoir si nous ne pourrions pas revenir à une forme d'androgynat. C'est-à-dire, est-ce que finalement, est-ce que l'homme ne cesse moi, personnellement, j'ai un modèle qui est le suivant. Je pense que les femmes sont dans l'espace et les hommes sont dans le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je dis toujours de façon un peu provocatrice, les femmes n'existent que collectivement. C'est-à-dire que, quand on dit les femmes sont importantes pour la procréation, c'est pas vrai pour une seule personne. Ça ne veut rien dire. Si la procréation devait dépendre d'une seule personne, ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'il y ait des millions de femmes pour que ça fasse sens. Donc effectivement, comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc effectivement, les femmes ne pèsent dans l'humanité que par le nombre. Alors qu'un homme, à lui tout seul, il peut changer le destin de l'humanité par son génie. Donc là déjà, je te signale quand même cette problématique-là. Et ça n'est pas par hasard, je vais retomber sur des lieux communs. C'est pas par hasard que dans le domaine de ce qui est la puissance créatrice sur le plan artistique, sur la philosophie, sur le plan mathématique, les femmes jusqu'à présent n'ont pas donné grand-chose. Alors, est-ce que ça va changer à ton avis? Ou est-ce que ça montre bien qu'il y a une répartition? Maintenant, ce qui nous distingue, c'est que moi je suis pour une répartition des rôles, une clarification des positions des uns et des autres, et de mettre fin à une sorte d'amalgame où on mélange tout, où on groupe toutes les pistes. La confusion des genres. Alors, j'aurais tendance à, pour répondre, j'aurais tendance à dire que, contrairement à ton idée, je pense que la femme a été créatrice de tout temps. Seulement, elle vivait dans une société patriarcale. Et elle était étouffée par la dominance masculine. Donc, quelque part, occultée par la dominance masculine. Voilà. Le problème, c'est que depuis le début du XXe siècle, quelques femmes ont émergé. Notamment, prenons un exemple très simple, Marie Curie. C'est la plus célèbre de toutes. Mais enfin, elle était là. Et bien qu'elle était dans le giron de son mari, Pierre,
elle n'a pas été touchée. Et c'est vrai que le XXe siècle a été l'avènement temporel de l'émergence de l'aspect qualitatif de la création de la femme, de la créativité de la femme, et aux abords du début de la fin de la guerre, en fait, quelque part, au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, la femme a repris son droit de veto au niveau de la créativité de manière légale. Alors évidemment, avec le mouvement du MLF, etc., on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, la société n'est plus franchement patriarcale. Donc la femme a la possibilité de démontrer qu'elle est capable. Donc sa capacité, à mon avis, n'est pas à mettre en doute. Ce qui est à mettre en doute, c'est la possibilité qu'elle a eue, à une certaine époque, patriarcale, de démontrer sa qualité. Oui, mais alors la question qui se pose, mon cher Marc, c'est la question de la dualité. La dualité il faut l'assumer. Le principe de dualité, est-ce que la femme et l'homme c'est la même chose? Non. Alors justement, on n'a pas compris. Tu vas tellement loin dans ta démonstration qu'on finit par se demander ce qui les distingue. Non, la femme et l'homme ne sont pas pareils. D'ailleurs, je crois que cet univers, dans la matérialité physique de ce monde, est duel. Et il y aura toujours la polarité masculine-féminine, dans n'importe quoi, le yin et le yang. Justement, donc s'il y a une polarité, on ne peut pas leur demander d'avoir le même rôle et la même place. Ils n'ont pas le même rôle. La femme n'a pas le même donc, rôle. La créativité. Elle n'a pas le même rôle, mais elle a une créativité néanmoins. Oui. Alors cette créativité, est-ce qu'elle est différente de celle de l'homme? Oui. Tu peux nous expliquer? Oui, elle est plus prolixe. Est-ce que tu penses à la procréation ou tu penses à des choses plus... Non, la procréation est une évidence, hein, mais ça démontre la complexité de la structure féminine même. La structure féminine est une structure contenante. La structure masculine est une structure contenue. Donc l'homme va dans le temps parce que précisément il avance, alors que la femme contient. Elle contient cette avancée. Et donc ce sont deux essences totalement différentes, mais néanmoins complémentaires pour faire un tout. Donc je pense que la femme et l'homme ne sont pas du tout pareils, pas plus que le masculin et le féminin. En revanche, l'un ne peut pas se supporter de l'absence de l'autre, tout simplement parce que c'est le tout qui représente la vérité. Oui. Alors on retombe dans cette fameuse question. Moi, de toute façon, on pourrait parler pendant des heures. J'adorerais ça. C'est peut-être pas le moment de le faire, mais moi j'aurais plutôt tendance. Par exemple, si on prend la question de la procréation, qu'est-ce qui a déclenché la procréation? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que cette procréation elle soit tombée à la charge de la femme? On voit bien que c'est très lourd comme phénomène, la procréation. Et que pour un androgyne, pouvoir se débarrasser de cette contrainte handicapante, c'était une nécessité. Parce que en fin de compte, ça permettait de soulager. Et en plus, si l'homme peut, à la limite même en quelques semaines, l'homme peut faire un nombre incalculable d'enfants. Il n'est pas limité dans la procréation. S'il a 10 femmes, il fait 10 enfants. Et donc, comme il y a cette fameuse engagement croissé et multiplié, c'est vrai que le fait de devoir porter pendant 9 mois un enfant, c'est pas la solution idéale pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'aimer. Donc, effectivement, la femme s'est retrouvée chargée de contraintes qui ont libéré l'homme. Effectivement, elle libère l'homme de ses obligations. L'androgyne, lui, cette parthénogenèse impliquée que il soit obligé de tout subir. Donc j'essaie d'expliquer pourquoi la femme est apparue. Elle est apparue pour relayer l'homme, pour le compléter. Et en ce sens-là, les machines aussi sont là pour relayer l'homme, pour le seconder. Je suis assez d'accord avec cette façon de voir les choses. Simplement, je dirais que la fonction féminine se particularise en ce sens qu'elle est une obligation pour la fonction masculine. L'homme peut procréer 10 fois dans l'heure, mais il procréera de manière masculine. Alors que la fonction masculine ne suffit pas.
pour engendrer, il faut aussi la fonction féminine de procréation. La femme est limitée à 9 mois dans la procréation, l'homme peut engendrer 10 fois dans la minute, s'il le souhaite, mais ce n'est pas du tout la même fonction. L'homme a une fonction masculine, la femme a une fonction féminine. L'homme s'inscrit dans le temps, la femme dans l'espace. L'espace, pourquoi? Parce que la femme contient. Effectivement, la femme est enceinte. Pourquoi elle est enceinte? Parce qu'elle est protectrice. Une enceinte, c'est quoi? C'est quelque chose qui va protéger ce qui est à l'intérieur. Oui, mais justement,